Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette première édition de l'année 2018 d'Informatique News Hebdo, votre émission dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et je profite évidemment de cette première édition avec Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour, pour vous souhaiter à tous et à toutes, chers internautes, une excellente année 2018. Et j'allais dire, Guy, il y a une pause à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais en termes d'actualité, pas vraiment de pause, puisque l'actualité du secteur IT a été quand même assez importante. Alors, premier sujet, quand je dis assez, même très très importante, on va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, premier sujet qui a retenu votre attention, c'est le classement annuel, parce que c'est la période d'ailleurs de ces fameux classements, des brevets déposés par les acteurs du secteur IT, parce que par définition, le secteur IT est un secteur innovant, avec un hit parade finalement qui ne change pas beaucoup, et toujours les mêmes acteurs. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le secteur IT, c'est des dépôts de brevets en général, dans ce classement, dans lequel d'acteurs IT électronique, c'est très consommateur de brevets. Oui, effectivement, c'est donc l'USPTO, donc c'est le dépôt de brevets aux États-Unis, parce qu'on sait que l'USPTO, c'est l'équivalent de l'INPI voilà, en France. C'est ça. Donc en France, il faut déposer un brevet en France ou en Europe ou aux États-Unis, donc c'est un peu différent. Et donc, qui dit classement dit beaucoup de chiffres. On va essayer d'en donner juste quelques-uns pour montrer les grandes tendances. Le premier, c'est qu'en 10 ans, le nombre de brevets déposés a été multiplié par 2. On est à 320 000 brevets déposés en 2017, ce qui fait quasiment 1000 brevets par jour. Donc il y avait eu un problème il y a quelque temps sur la gestion de l'USPTO, justement, dans la demande de brevets et puis l'accompagnement jusqu'au dépôt, de brevets, pour faire toutes les vérifications nécessaires, savoir si effectivement une innovation technique méritait bien un brevet, est-ce que ça n'avait pas déjà été déposé par ailleurs, etc. Donc on comprend que pour gérer tout ça, ça ne doit pas être simple. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est le lien entre le nombre de dépôts de brevets et puis l'innovation technologique. Est-ce que finalement le fait qu'il y ait 2 fois plus de brevets qu'il y a 10 ans, est-ce que c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus d'innovation? Voilà, est-ce que ça favorise ou est-ce qu'au contraire ça aurait plutôt tendance à verrouiller l'innovation? La question est posée et honnêtement j'ai pas de réponse. L'autre élément important, c'est que bon, évidemment aux États-Unis, ce sont principalement les sociétés américaines qui déposent, c'est quasiment la moitié des brevets. Après, on a les Japonais et les Coréens qui sont historiquement très très friands de ce genre de choses. Qui est lié d'ailleurs là aussi, typologie d'industrie qui peuvent avoir, des acteurs comme absolument, Samsung. Très très forts dans l'électronique. Les Japonais sont d'ailleurs numéro 2. Les Allemands également sont très actifs. Et puis la nouveauté de cette année, c'est que les Chinois arrive dans le top 5 du dépôt de brevet. Alors certes avec un nombre encore relativement modeste, mais ça montre quand même une volonté de la Chine de vouloir, je dirais, s'imposer dans ce domaine-là. Donc ça c'est, je dirais, le tableau général. Et puis après, si on regarde dans les sociétés, la première, et ça fait 25 ans que c'est comme ça, c'est IBM qui l'année dernière a déposé plus de 9000 brevets sur les 320 000, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et sur 25 ans, on dépasse les 100 000 brevets pour IBM. Donc c'est quelque chose d'important. Les domaines en 2017 dans lesquels IBM a déposé des brevets correspondent assez bien aux domaines sur lesquels, c'est un peu ce qui correspond à ce que la vision d'avenir les initiatives stratégiques. Donc il y a l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, le blockchain, le cloud et la cybersécurité. Et effectivement, c'est 5 domaines sur lesquels IBM est particulièrement actif, sachant que là, on peut reposer la même question, savoir finalement quel est le lien entre le fait de déposer énormément de brevets et puis l'activité commerciale de l'entreprise. On voit bien que le nombre de brevets est en hausse et puis les résultats sont pas forcément à la hauteur. Ne suivent pas tout sachant à fait. Je vous coupe, Guy, un point important quand même par rapport au dépôt de brevets aux États-Unis.
aux États-Unis, on peut déposer des brevets logiciels, ce qui n'est pas le cas en Europe. Hein. Absolument. Ce qui, évidemment, a un effet, j'imagine, l'inflation. Il y en a, effectivement, il y en a. IBM donne quelques exemples de brevets qui sont déposés. Parfois, c'est des choses un peu ésotériques, à la fois ésotériques ou exotiques, plutôt exotiques d'ailleurs. Il y en a un, par exemple, c'est une technique qui permet, on parle beaucoup de véhicules autonomes en ce moment, de transférer la commande du véhicule, commande autonome, vers un conducteur en cas d'urgence. Il y a un autre qui est mentionné, qui est quand un téléphone portable est loin de son propriétaire, on peut supposer qu'il a été volé, et donc on met en place des mécanismes qui vont finalement assurer une protection plus importante sur le téléphone. Donc c'est des exemples un petit peu exotiques. Donc je dirais, voilà un peu la situation générale. Mais en tout cas, je reviens à ma question, ce serait intéressant de fouiller, de creuser un peu cette question, de savoir quel est le lien. Alors, pourquoi il y a une multiplication par 2 du nombre de brevets, et puis 2, le lien entre dépôt de brevets et innovation. Donc et performance économique même. Et performance économique de l'entreprise, donc ce sont des questions qui sont posées. Peut-être qu'on aura des réponses un peu plus. En tout cas, s'il y a des lecteurs ou des auditeurs qui ont des idées, qui n'hésitent pas à nous en faire part. On est preneurs. Alors ça, c'était une des actus, j'allais dire, plus traditionnelles de fin d'année. L'autre chose, autre actu auquel on ne peut pas passer au travers, c'était évidemment les fameuses failles liées au processeur. Alors j'allais dire Intel, mais il n'y a pas qu'Intel qui est concerné. Enfin, en tout cas, sur une des failles, Intel est uniquement concerné, mais sur les autres, c'est à la fois les autres fondeurs ARM, AMD et donc Intel. Et c'est vraiment l'information de la fin de l'année, début d'année, une déflagration, on va dire, parce qu'on est habitué à parler de problèmes de sécurité, mais là, on est quand même à une échelle encore... Oui, je pense que ce sera... On n'en est qu'au tout début, et on va en parler certainement tout au long de l'année 2018. Alors, je ne sais pas comment on peut le qualifier, si c'est... comme vous l'avez indiqué, on a découvert que les processeurs étaient entachés de failles techniques. Baptiser ça de scandale, je pense que le mot serait peut-être pas trop fort. Pourquoi ? Parce que ça touche les processeurs d'Intel, mais pas seulement Intel, comme vous l'avez mentionné, qui ont été fabriqués depuis 10 ans, et l'information vient de sortir seulement. Sachant que c'est une équipe de recherche de Google qui a sorti l'information en juin, information qui d'ailleurs a été gardée secrète, et qui a été publiée seulement le 3 janvier 2018. Et là, ça a été une véritable déflagration. Donc, évidemment, ça concerne tous les processeurs, comme vous l'avez indiqué, Intel. Alors, il y a 2 catégories. Il y a Spectre, Meltdown. Donc Spectre, c'est Intel, et puis AMD, et puis ARM. Et puis on a appris la semaine dernière, Nvidia aussi est touché par ça, et puis Meltdown, c'est uniquement les processeurs Intel. Donc il y a des failles, des correctifs qui ont été apportés, à la fois par Intel, donc des correctifs sur le firmware. Les fournisseurs de cloud ont apporté aussi leurs propres correctifs pour fournir des services qui soient sécurisés. Microsoft travaille aussi à tout ça, donc je dirais que tout ça va se mettre en place, va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et puis ça pose un gros point d'interrogation, savoir c'est une faille, est-ce qu'elle va être exploitée ou non, sachant que l'idée c'est que il faut des hackers qui soient quand même un petit peu chevronnés, mais ils vont pouvoir éventuellement récupérer des informations auxquelles ils n'auraient pas dû avoir accès. Cela dit, on pourrait se dire il y a aussi d'autres moyens, on l'a vu tout au long de l'année 2017 avec tous les bugs qui sont intervenus. Et puis, donc Microsoft a publié des évaluations techniques sur quel est l'impact de ces correctifs sur les performances, et donc tout dépend de l'ancienneté, du type de processeur, de l'ancienneté, et puis du périmètre d'application. Voilà, et puis du système d'exploitation qui est mis en œuvre. Je dirais qu'en gros l'idée c'est, si votre système est récent, avec un processeur récent et Windows 10, l'impact sera faible. En revanche, si votre PC, si là on parle d'un utilisateur final, ça vaut aussi pour les serveurs. Si votre PC a 5 ans et qui tourne encore sur Windows 7, là il y aura un impact qui sera important.
Et puis, dernière information sur le sujet, enfin pour cette semaine, parce qu'il y en aura certainement d'autres qui vont sortir. Il se trouve que donc Intel a publié ses correctifs, a publié des informations sur son blog pour dire ce qu'il fallait faire, mais que, et ça c'est le Wall Street Journal qui publiait l'information la semaine dernière, qui conseillait sous le manteau, donc de manière tout à fait informelle à ses clients, d'attendre un peu pour mettre les patchs, parce que ça aurait des effets sur les performances qui seront assez importants, sachant que en gros c'est toujours, on fait toujours la balance entre le risque et puis le bénéfice, et donc l'idée que cette faille puisse être exploitée dans les quelques semaines qui viennent est relativement faible, donc il est peut-être préférable d'attendre un peu pour mettre le patch pour pouvoir... en tout cas, ça génère certainement beaucoup d'inquiétudes chez les DSI, et les semaines à venir seront assez cruciales pour savoir comment les fournisseurs vont gérer ça, et puis comment les utilisateurs vont également mettre en œuvre, je dirais, tous les correctifs qu'il faut pour pouvoir continuer à fonctionner de manière assez sécurisée. Une des, entre guillemets, innovations quand même de cette faille, c'est les cloud providers qui sont en première ligne. Puisque il faut le dire à nos lecteurs, une des problématiques, c'est notamment la problématique des hyperviseurs, puisque si j'ai bien compris, ça permet, avec un hacker, potentiellement, sur une machine cloud qui est partagée grâce à un hyperviseur entre différents clients, un malandrin mal intentionné peut potentiellement accéder à la machine virtuelle du voisin. On a inventé les mérites du multi-tenant il y a des années, mais multi-tenant, ça veut dire que plusieurs utilisateurs peuvent accéder à la même machine, et donc s'ils peuvent accéder à la même machine, ça veut dire qu'ils peuvent accéder au service d'un autre utilisateur, et donc par ce biais peuvent... Donc alors les fournisseurs de cloud, eux aussi, ont donc Amazon en tête, mais Microsoft et Google. Puis Google était dans l'équipe qui a mis ça en évidence. On dit qu'ils avaient déjà mis en œuvre un certain nombre de correctifs, mais bon, après, ça c'est ce qu'ils disent, mais après, est-ce que ça a été fait dans la réalité et sous quelle forme? Donc beaucoup d'inquiétudes et encore des points d'interrogation qui subsistent, et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Très bien, écoutez, j'allais dire suite au prochain épisode. Alors là, pour le coup, on change complètement d'univers, on parle d'un marché... qui est toujours un marché en devenir, c'est le marché de l'impression 3D. J'allais dire, ça fait quelques années qu'on fait cette émission. Ça fait quelques années qu'on dit que le marché de l'impression 3D va exploser. Donc là, on y est, si j'ai bien compris, ou on va y être bientôt, si j'ai compris. Ça va exploser demain, pour reprendre une phrase assez connue. En fait, effectivement, pour qu'on en parle, il se trouve que IDC a publié, là encore c'est un bilan 2017, le marché global de l'impression 3D qui représente 12 milliards de dollars en 2017. Donc 12 milliards de dollars, c'est significatif. Donc c'est 3D, ça veut dire à la fois les matériels, les logiciels et les services. En gros, toute l'activité autour du 3D. Donc on dit c'est important, et comme vous l'avez dit, ça fait des années qu'on dit le 3D va exploser. Et effectivement, il n'explose pas encore. Et pourquoi on peut le conclure, c'est que si on se reporte à il y a seulement 2 ans, donc on a dit 12 milliards en 2017. Ça me paraît déjà énorme. 20 milliards en 2021. Sauf qu'il y a seulement 2 ans, IDC avait prévu en 2020 35 milliards. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont significativement corrigé leurs prévisions. On va dire, ils ont divisé par 2. Et la conclusion, enfin, il y a 2 conclusions qu'on peut tirer de ça. C'est que, les prévisions n'engagent que ceux qui les écoutent, ne sont pas toujours aussi fiables, surtout sur des marchés qui sont en devenir. Oui, pour lesquels c'est pas évident. Oui, pour lesquels il y a des bases qui ne sont pas très solides. Quand on parle du stockage, c'est plus simple parce que les progressions sont plus faibles, mais là, le 3D, la base est encore assez faible. Et puis, la deuxième conclusion, c'est qu'effectivement, c'est un marché dont on disait qu'il allait exploser et qui n'explose pas. Il évolue, on parle de 20% de croissance, mais ce n'est pas l'explosion, et c'est pas c'est pas encore le nouvel Eldorado. Des imprimantes 3D à tous les coins de rue, tous les croisements de rue, c'est pas le cas.
Donc c'est ça ce qui est intéressant. Et puis alors après c'est les types d'applications. Alors on le sait, mais le premier c'est l'industrie manufacturière, donc qui produit des biens, des choses concrètes, des biens, pas des services. C'est pas l'industrie en continu, donc qui produit des choses un peu différentes, mais qui fabrique des vrais produits. Le deuxième c'est la santé. La santé, on le sait, c'est pour fabriquer même des organes, des éléments du corps humain. Et puis le troisième, c'est la distribution qui s'y met également. Et ce qui est intéressant aussi dans le rapport IDC, c'est que en fait, même si c'est pas l'explosion à laquelle on s'attendait, on est quand même passé au-delà du prototypage. C'est-à-dire qu'on avait bien compris que la 3D c'était intéressant pour faire des prototypes. En attendant parce que ça coûte pas cher et on peut le faire très rapidement, en attendant de passer en ligne de production. Et là, ça permet, je dirais, de faire de véritables produits finaux, finis. Et donc voilà. Donc je pense que c'était intéressant de le mentionner. L'impression 3D, c'est quand même à la fois un concept et puis un produit intéressant, mais c'est vrai qu'on s'était peut-être un petit peu emballé trop vite. Et si on se rappelle le hype cycle du Gartner, on est peut-être retombé un peu dans en attendant le plateau. Le plateau marché consolidé. Très bien. Alors ça, c'était pour les semaines passées, parce qu'on a eu une interruption de quasiment 2 semaines. Pour les semaines à venir, on a parlé brièvement d'IBM à l'occasion des brevets, on en reparle. Ce que j'allais dire, énième réorganisation chez IBM, mais cette fois-ci, c'est au niveau de la division services. Alors, c'est les services technologiques, parce qu'on sait que chez IBM, en fait, il y a deux grandes branches. Types de services. Il y a services technologiques et puis services métiers, on va dire. Et donc, ça, c'est uniquement services technologiques. Donc, c'est GTS, Global Technology Services. Donc, ça touche à peu près 100 000 personnes. Et pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, il y a une information qui est un peu fuitée dans la presse américaine sur le fait que IBM ait confié au cabinet Bain une mission de réflexion sur la réorganisation de cette entité de 100 000 personnes, dont la conclusion est quand même, je dirais, peut poser question, à savoir que sur ces 100 000, il y en aura un tiers, et ça on parle a priori en 2018, qui vont être relocalisés, enfin en tout cas réaffectés à une autre activité, qui correspondra peut-être pas nécessairement à leurs compétences actuelles, ou qui ne seront pas remplacées. C'est-à-dire que si elles partent, elles ne seront pas remplacées. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quand on fait... alors il y a un magnifique graphique qui a été fait par le cabinet Bain, donc en gros c'est ce que vont devenir les différentes personnes dans l'organisation, et quand on fait le total, en fait au final il en reste 5-6 000 dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, qui n'ont pas d'affectation pour 2018. Donc futur plan social. Voilà, donc on peut se poser la question, et on n'aura pas d'éléments significatifs, mais en tout cas la publication des résultats du quatrième trimestre 2017 peut-être donnera une indication sur, et puis les projections 2018 donneront une indication sur ce que ça va donner, mais en tout cas c'est un peu problématique, sachant que un élément important à l'occasion de la publication de cette information, si on fait 2012-2017, IBM a généré 92 milliards de cash, dont 80% a été retourné aux actionnaires, soit sous forme de rachat d'actions, soit sous forme de dividendes. Donc ça veut dire que 92 milliards redistribués aux actionnaires, on peut se dire cet argent il aurait peut-être pu servir à pour redéployer l'activité, investir dans la recherche, le développement. Éventuellement IBM le fait, puisque c'est le premier déposeur de brevets. De brevets. Enfin, déposer un brevet, ça ne coûte pas grand-chose. Très bien. Écoutez, là, pour le coup, toujours suite au prochain épisode. On attendra, comme les fameux traditionnels commentaires, des résultats trimestriels d'IBM qu'on s'y attelle très régulièrement.
Et pour conclure ce début d'année 2018, on retrouve notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et là, les bonnes résolutions de 2018, c'est de bien parler notre langue. Voilà. Et nous avons les bons conseils de la commission, alors je ne sais plus le nom de cette fameuse commission de l'enrichissement de la langue française. Très bien, fallait y penser, c'est vrai. Et donc, la résolution 2018, c'est de ne m'appeler plus smartphone. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous utilisez un smartphone Eh ben non, j'utilise un terminal. Non, alors je ne sais plus. Un terminal mobile intelligent, non, c'est ça? Non, un mobile multifonction. Ah, mobile multifonction. Voilà. Donc, quelle fonction vous utilisez sur votre mobile multifonction? Il est multifonction. Bon, alors on en rit. C'est vrai que le mot smartphone, et même parfois il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que tu as un iPhone, alors que c'est pas un iPhone, c'est un smartphone. Oui, mais ça c'est le syndrome de la fermeture éclair. Enfin bon. Voilà. Mais en tout cas, il aurait fallu se bouger, c'est-à-dire trouver la bonne appellation dès le début. C'est-à-dire qu'une fois que les habitudes sont prises, on ne va pas changer, les gens ne vont pas changer. Donc c'est condamné d'avance. Je vois pas à quoi ça peut servir. Bon, il y a d'autres, il y a une douzaine de termes qui ont été conseillés. Par exemple, le backbone, il est conseillé d'utiliser le terme réseau dorsal. Mais on utilise le terme dorsal, on l'utilise sans réseau, de temps en temps. Sans réseau. Donc si on en revient à un terminal à mobile multifonction, c'est vrai qu'au début, il y a eu des termes du style ordi-poche. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début de... Je suis passé à côté de celui-là. Il y a aussi la Smart TV, il est conseillé de parler de télévision connectée. Ça marche mieux déjà, peut-être. Oui, mais une télévision qui ne serait pas connectée, on ne voit pas très bien comment elle marcherait, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça, on en rit un peu. Bon, en tout cas, un de ces fameux comités dont parfois on peut se demander s'il a un intérêt tout à fait pertinent d'employer, parce que j'imagine que ça ne fonctionne pas tout seul, d'employer un certain nombre de personnes pour nous sortir ce genre de vocal. En tout cas, merci à vous, Guy, d'avoir décrypté avec nous cette actualité. Je propose à nos lecteurs que ça peut intéresser de retrouver également un petit peu plus tard votre interview de la semaine, Guy, avec Laurent Martini, qui est le patron France de Pure Storage, l'acteur historique ou un des acteurs historiques du stockage flash en baie, évidemment, pour les entreprises. L'occasion de faire le point sur l'évolution de cette technologie qui est un peu le vent en poupe. Et puis évidemment, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, excellente semaine à toutes et à tous. Merci et à bientôt.